Voilà des millénaires qu'en parallèle de la division du travail, qui a permis la professionnalisation et l'excellence des métiers, s'est développée une répartition des activités productives en fonction du genre. Certains interdits religieux liés au sang et aux menstruations ont débouché sur la mise à l'écart des femmes des activités mobilisant des outils tranchants ou coupants. C'est ainsi que lors des moissons, les hommes seuls coupent les blés avec le volant, alors qu'à l'arrière, les femmes ramassent les épis et les lient pour former des gerbes que le propriétaire ou son fondé de pouvoir entasseront en moulons de tailles égales pour faciliter le prélèvement de la dîme. La lessive, que l'on prononce très certainement lessive dans la région, est l'apanage des femmes. Cette activité domestique a laissé très peu de traces, mais les archives judiciaires en ont enregistré quelques-unes dans les témoignages et les plaintes. Voici en 1755 Marie Sarrazin, accompagnée par son mari, qui témoigne devant le juge dans le cadre d'une plainte. Au port du Rhône, au quartier dit de la Pousterle, l'avant du linge, là, au bord du Rhône, tout près d'un bateau plein de cercles appartenant à Antoine Borrely, fils d'autre Antoine de Roquemaure qu'il faisait tremper. Borrely était en train de retirer des cercles, il y avait d'autres femmes à laver du linge. Comme je me suis plaint de la mauvaise odeur ne sachant pas d'où cela venait, j'ai dit « il sent bien mauvais ». Sur ce, Antoine Borrely me traita de bougresse, guse et putain, disant que j'étais d'une race de coquins. Est-ce là un malentendu? Borrely a-t-il saisi l'intention provocatrice de Marie? Nous n'en saurons jamais rien. Et voilà, quoi qu'il en soit, une belle scène de vie quotidienne où l'on voit les femmes venir toutes au même endroit pour laver du linge. On observe ailleurs que les femmes ayant un compte à régler viennent au bord du Rhône, au lieu de la lessive, pour trouver celle à qui elles ont des choses à dire. La lessive est un lieu où les informations circulent et s'échangent avant d'être diffusées dans la ville où elles poursuivront leur cours fait de réplication et de transformation. Le 30 décembre 1781, Marion Crégu est venue pour récupérer une dette d'argent en menaçant de couper tous les oliviers de sa créancière. Voilà pour la nouvelle du jour. Parmi ces femmes, certaines font métier de laver du linge et lavent donc celui d'autrui. Marie Tresquière, veuve de François Tessier, habitante de Roquemaure, âgée de 40 ans, dépose devant le juge. Et je me suis levée ce jour-là, bon matin, pour aller laver la lessive de monsieur Chabon, d'où je ne suis revenue que sur les 6 heures du soir. Voilà donc une journée entière passée à laver du linge. C'est qu'il y a un véritable trafic qui s'est installé avec la ville d'Avignon, où des mules chargées de ballots vont porter le linge propre et reviennent chargés de linge sale. Contrairement à ce que l'on dit souvent, à cette époque, les gens lavaient souvent leur linge. La propreté était une vertu que tout un chacun essayait de mettre en œuvre quand cela lui était possible. Le travail au champ, de la première à la dernière heure du jour, empêchait d'être propre sur soi. Mais le dimanche et les jours de fête permettaient à chacun et chacune d'arborer de beaux tissus propres. Il est vrai qu'au XVIIe siècle, il y eut une offensive médicale contre l'eau et l'humidité en général. Des médecins incitaient leurs patients à éviter l'eau et à préférer des lavages à sec. De nombreux livres écrits à cette époque avancent des arguments en faveur d'une méfiance redoublée envers l'eau. Nous pouvons cependant imaginer que les classes populaires aient été très peu influencées par des écrits et des pratiques novatrices réservées aux élites. Ces dernières étaient d'ailleurs obligées d'utiliser du parfum en quantité pour faire disparaître les conséquences de ces nouvelles habitudes hygiéniques.